à 18 ans, moi je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'étais assez créative, mais je venais d'une famille où on doit d'abord trouver un métier sérieux et le côté créatif, ça c'est du hobby en fait. Donc, je me suis demandé quel était le métier ennuyeux que je pourrais faire qui ferait plaisir à mes parents. Et donc je suis allée un peu comme ça dans le notariat. Le notariat m'a choisi sans avoir vraiment de prédisposition peut-être pour ça. Donc j'ai fait 10 ans avec des conditions de travail quand même assez compliquées. En tant que femme, parce que quand on est diplômé notaire, le but, le Saint Graal, c'est d'être associé. Donc il faut prouver 10 fois plus qu'on est capable d'être associé. C'est-à-dire pas faire des heures de travail normales, c'est-à-dire travailler les week-ends, c'est-à-dire travailler en arrêt de travail. Voilà, je m'étais vraiment mis un challenge pour pouvoir performer et devenir associé. Donc j'étais la working girl et tout ça. Et puis j'ai eu la mauvaise idée d'avoir un enfant. Donc là, c'était que j'étais quand même moins investie parce qu'il fallait quand même que j'aille chercher mes enfants et tout. Donc il a fallu que je reprouve que j'étais encore faite pour être associée. Donc malheureusement, mes grossesses se sont pas bien passées, elles m'ont énormément affaiblie. Un accouchement qui s'est mal passé, et donc ça qui m'a encore affaiblie, ma fille qui dormait pas, et du jour au lendemain, il y a 2 ans, craquage total. Je me réveille, j'avais perdu la mémoire, je savais pas ce que je faisais dans la pièce. De superwoman où je gérais ma vie de femme active, de mère attentionnée, de femme aimante. Je suis devenue rien du tout, quoi. Enfermée chez moi, à plus savoir mettre un pied devant l'autre, pardon. Donc j'avais perdu en fait mon outil de travail qui était mon cerveau, puisque j'arrivais plus à accrocher l'information en fait, ce qui m'a obligée à m'arrêter. Mais en fait, je remercie ce cerveau de s'être arrêté parce que j'avais en fait eu tout un tas de signaux, parce que ça se fait pas brutalement comme ça, hein. C'est des années en fait où vous êtes sous le stress, ou par la détermination, vous faites fi de tout ça, vous regardez pas tous les signaux physiques que vous avez. J'ai commencé à plus dormir pour pouvoir travailler, plus manger pour pouvoir travailler, et m'occuper de mes enfants et de mon mari. J'ai commencé à avoir des douleurs thoraciques et de façon complètement irrationnelle, j'avais admis que j'allais mourir d'épuisement parce que de toute façon, je ne voyais pas d'autre possibilité pour performer en tant que femme parfaite, moderne. Donc voilà, c'était complètement irrationnel et heureusement, je me suis écroulée un jour pour justement me forcer à m'arrêter et me reconstruire en fait, et arrêter ce tourbillon dans lequel qu'on s'impose en tant que femme. La période a été très compliquée. Votre burn-out a été diagnostiqué tout de suite ou pas? Parce que c'est pas... Alors déjà, en fait, il y a un gros souci de diagnostic en France parce que le burn-out est toujours pas reconnu comme maladie, d'où le problème de prise en charge. Donc on vous met syndrome anxio-dépressif. Alors là, c'est la double peine parce que pour vous, vous alliez très bien, c'est juste que vous êtes crevé. Dormez 2 heures par nuit pendant 6 mois, vous allez voir dans quel état vous êtes. Mais en effet, ça génère de la dépression. Mais la prise en charge n'est pas la même. Donc déjà, il y a un problème au niveau de la prise en charge parce que vous êtes traité comme une dépression en fait. Donc ça n'a pas été diagnostiqué, on m'a laissé faire mes examens cardiovasculaires parce que je commençais à avoir des problèmes cardiaques, j'avais une sciatique parce qu'on en a plein le dos, j'étais paralysée mais c'est pas grave, je continue à bosser en allant avec mes béquilles au boulot. Voilà, on m'a laissé comme ça là, et puis jusqu'au jour où ça s'est arrêté. C'est ça, on vous a pas fait vous arrêter? Non. Pendant tout ça? Non, parce qu'en fait, vous avez tout un tas de symptômes qui, pris chacun séparément, en fait, vous permet pas d'analyser que c'est lié à un surmenage, en fait. Sauf que c'est confronté à un stress permanent, au bout d'un moment, votre corps juste suit plus et donc est en train de se décomposer, quoi. Et donc, en effet, si vous n'avez pas des médecins, des praticiens qui sont sensibilisés à ce problème-là, on vous laisse continuer, en fait. Et vous êtes dans le déni, et vous pensez qu'il faut continuer comme ça, en fait. Et qu'avec la détermination, ça va aller. Donc voilà, donc un gros souci de prise en charge qui fait que une fois par contre qu'on a craqué, on peut avoir des lourdes séquelles. Et ça, il faut le dire. C'est que tant que si on ne le prend pas en prévention en amont, on a des lourdes séquelles. Encore aujourd'hui, moi j'ai des séquelles cognitives. Donc c'est pas anodin, c'est pas quelque chose, on use vraiment la machine.
Voilà, donc ça m'a obligée à m'arrêter et en même temps, je crois que ça a été ma plus grande chance aujourd'hui avec le recul parce que ça m'a justement... Pardon ? Non, non, allez-y, allez-y. Ça a été ma plus grande chance parce que ça m'a obligée justement à arrêter tout ça en fait. À arrêter tout ça, à me poser des vraies questions, à me reconstruire, à me réapproprier mon corps qui m'avait complètement lâché, à savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Je ne m'étais jamais posé la question en fait. Qu'est-ce que je voulais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi je m'étais contrainte pendant des années à faire un boulot, ok, socialement reconnu, qui m'apportait de l'argent, une reconnaissance et tout ça, mais pourquoi je m'imposais ça en fait, ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Souvent, il y a cette notion dans le burn-out aussi d'être en décalage entre ce qu'on voudrait être profondément et ce qu'on est devenu en fait. Et quand on n'est plus en alignement avec ses valeurs, au bout d'un moment, on finit par craquer. Donc ça m'a permis de me rendre compte de ça et donc de faire une croix sur ça, ce qui est quand même compliqué quand on a fait 7 ans d'études et qu'on était promis à plein de choses. Mais quoi faire, c'est ça. Alors la première chose que j'ai eu la chance de faire, ça a été un bilan de compétences qui m'a permis justement de savoir qu'est-ce que j'aimais, parce que je ne m'étais jamais posé la question. Et la deuxième chance, c'était de découvrir l'incubation qui m'a permis aussi de structurer mes idées. J'étais sûre que je voulais plus repartir sur le droit, mais comment repartir à zéro, sachant que j'étais en chargée de famille, que c'est moi qui rapportais le plus gros salaire à la maison, donc on ne pouvait pas se permettre que je gagne pas d'argent. Donc quoi, j'allais repartir, sachant que je faisais un rejet total du droit. Et j'ai repensé à ma période de burn-out où pour moi ça a été une profonde solitude, un profond sentiment de honte, un sentiment d'injustice aussi où je me suis vue reprocher par mon employeur, par exemple, quand j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle parce que je me sentais plus capable de travailler dans le notariat et que j'ai évoqué ce problème de burn-out, ce problème d'organisation au travail. On m'a répondu avec un gentil recommandé comme quoi ils avaient bien pris conscience que j'avais eu des problèmes suite à mon accouchement, que ma fille m'avait fait craquer et qu'ils étaient vraiment désolés pour moi et qu'ils regrettaient que je quitte l'étude et qu'ils me proposaient de démissionner si c'était vraiment mon choix. Ne démissionnez pas les filles. Franchement, prenez le courage, faites-vous entourer. C'est pour ça qu'on a créé l'association aussi. Ne démissionnez pas, si vous démissionnez, vous êtes à la rue après et vous ne pouvez pas vous rebondir et vous n'avez plus le temps pour vous reconstruire en fait. Donc, comment vous avez réagi vous, au moment où vous recevez ce recommandé ? Moi, suite à ce recommandé, j'étais pas en état de recevoir une information comme ça. Je suis allée là-bas et je suis allée poser ma démission. Et sur le chemin, j'allais ouvrir la porte, je reçois un appel du médecin du travail qui me dit « Vous tournez, vous partez, vous venez dans mon bureau, vous arrêtez ce que vous faites. » Je suis partie la voir et là, elle m'a parlé de la procédure d'inaptitude en fait. Deuxième choc, me qualifier d'inapte. Ok, donc ça, quand on a essayé d'être performante toute sa vie et tout ça, admettre qu'on va faire une procédure d'inaptitude, c'est juste la seconde peine, quoi. Mais voilà, je suis partie dans ce protocole, ils m'ont aidée, et ce qui m'a permis d'avoir un licenciement et d'ouvrir mes droits au chômage, quoi. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être là et d'avoir rebondi, parce que sinon, je ne pouvais pas financièrement me permettre de rebondir, quoi. Ça m'a ouvert les droits au chômage, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Votre association, vous proposez quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc, de tous ces constats, de la difficulté de prise en charge, du fait qu'il n'existe aucune structure en France, on est complètement à la ramasse par rapport à d'autres pays. Il n'y a aucune structure d'accueil au niveau social pour les personnes victimes de burn-out, alors que c'est des personnes qui se désociabilisent, qui s'éloignent de l'emploi. Nous, l'idée, c'était de proposer un lieu d'accueil, en fait, un lieu bienveillant d'écoute, où on puisse accompagner ces femmes dans leur quotidien, c'est-à-dire éventuellement les aider à initier une démarche médicale, parce que souvent elles sont dans le déni et elles refusent de se qualifier aussi de psychiatrique, puisqu'on vous envoie directement chez un psychiatre et on vous met sous médicaments, mais aussi pour les aider au niveau administratif, juridique. On leur propose des groupes de parole, on leur propose des ateliers ou justement des burn-out. Voilà, ça j'ai le petit short, je suis une burn-out, puisque c'était la façon pour moi d'assumer un peu ce qui m'était arrivé, c'était de me qualifier de burn-out. Et donc on est dans un groupe bienveillant où on peut en fait échanger. On a créé des réseaux sociaux justement pour créer une communauté où on peut échanger notre quotidien de burn-out et nos soucis, nos coups de cœur, nos coups de gueule.
Et puis, on propose justement des ateliers avec des burnettes souvent qui se reconvertissent, et souvent dans l'entrepreneuriat, de pouvoir expérimenter leurs ateliers au profit d'autres burnettes, en fait. Donc, ça permet de faire une approche aussi, de tester aussi son activité professionnelle après un burn-out. Je peux une dernière question? Une dernière. Vous êtes salarié de votre association? Comment ça? Pas du tout. Pas du tout. Alors pour l'instant, j'ai la chance d'être au chômage, donc mon incubateur me tuerait si je disais ça, mais pour l'instant, j'ai aucun business model parce que j'ai toujours raisonné par il faut que je gagne de l'argent et tout ça. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, ce qui me semble important. Le business model, il viendra après, quoi. Oui, c'est se recréer, réussir à retrouver du sens. C'est ça. À réénergiser son corps. Finalement, votre burn-out vous a sauvé la vie à un moment de votre vie. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi épanouie et je vous conseille vivement de sortir de votre carcan et de faire ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie et j'adore le monde de l'entrepreneuriat. Je peux enfin exprimer ma créativité. Et peut-être, résultat, de prendre en compte la prévention, de se dire que tous les signaux dont vous avez parlé, à un moment donné, si on les entend, c'est de se couper du déni et essayer de regarder les choses avant que... Alors ça, c'est le deuxième pan de l'association. On est en train de travailler sur la sensibilisation, mais je suis désolée, ouais, c'est important. Mais le but, c'est de sensibiliser, faire des conférences, parler du sujet, alerter sur le burn-out et sans doute ensuite réfléchir à des sensibilisations en entreprise ensuite pour aller en amont du burn-out. Merci beaucoup Anne-Sophie. On vous trouve sur Internet? Oui. Merci. On a un site, les Burnettes, pas les burnettes, les Burnettes. On a un Facebook où on a créé une communauté privée justement pour les burnettes, pour qu'elles puissent échanger entre elles, un Instagram. Et l'enjeu, c'est de diffuser, partager pour que le plus de femmes puissent être au courant que vous existez. C'est ça. Et d'assumer, je suis une burnette et je suis fière de l'être. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes.